Bonjour, Marie-Lise de TVA, je suis ici cachée. Ouais. Si vous n'avez pas besoin de l'autorisation du fédéral, pourquoi agir maintenant? Pourquoi pas avoir implanté cette mesure plus tôt? Bon, d'abord, revenons ces chiffres-là. On a 600 000 temporaires, OK? Il y en a 420 000 qui relèvent d'Ottawa. Donc, je pense que c'est assez évident qu'il faut commencer par ce 420 000. Mais, M. Trudeau puis M. Miller dit « Ouais, mais vous n'avez pas agi sur vos deux catégories. » Bon. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est il y en a 120 000, ce sont des étudiants étrangers. Pour être capable d'agir, ça nous prend un projet de loi. Donc, on va déposer un projet de loi. On espère la collaboration des oppositions pour l'adopter rapidement. Maintenant, restent les 60 000 du PTET. Le grand problème, en tout cas pour moi, ce sont les 12 000 qui sont sur l'île de Montréal. Donc, on vient dire aujourd'hui, on va réduire d'à peu près le tiers en 6 mois. Puis on n'exclut pas d'aller plus loin. Je comprends qu'il y a des personnes qui vont dire que c'est très peu, mais je comprends, là. Les deux gros morceaux, c'est le fédéral 420 000, à qui on a demandé de réduire ça de moitié, puis les étudiants, où ça prend un projet de loi. Donc, au début, aujourd'hui, c'est un premier pas pour le PTET. Mais pourquoi ce premier pas-là n'a pas été fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans? Bien, parce qu'il y a une urgence de se concentrer. Il y avait une urgence de se concentrer, entre autres, sur les presque 200 000 demandeurs d'asile. Comme le disait Christine, le Québec représente 22 de la population et on en a reçu 50 %. Donc, on s'est concentré là-dessus. On s'est concentré à demander au fédéral d'agir. Aujourd'hui, on vient un peu comme donner l'exemple. Là, ce qu'on propose aujourd'hui, ça devrait nous permettre de retirer 3 500 personnes à Montréal sur les 6 prochains mois. Mais le problème reste, le gouvernement fédéral doit agir, là, puis c'est là-dessus qu'on va continuer de se battre. Mais là, M. Miller pourrait plus dire, ben, vous donnez pas l'exemple, vous agissez pas sur le petit morceau que vous contrôlez. Maintenant, on agit. Il y a le Conseil du patronat qui a dit ce matin, ben en fait, c'était comme la même question que j'ai posée 2 fois pour avoir la réponse. Mais le Conseil du patronat a dit ce matin que ça pourrait compromettre des investissements des entreprises sur l'île de Montréal. Écoutez, on parle de 3 500 personnes, on parle de bas salariés, on parle de l'île de Montréal. Je pense que je connais bien le milieu des entreprises. C'est certain qu'eux autres, plus ils ont de main-d'œuvre, surtout de la main-d'œuvre à bas prix, plus ça fait leur affaire. Mais je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les besoins du marché du travail, puis entre autres l'avenir du français à Montréal. Merci. Annie Guillemette, Cogeco. Bonjour. Justement, on parle des... Bon, là, il va y avoir des jeux là, du côté des compagnies. J'ai une adresse à Longueuil, je vais faire ma demande. Comment on va gérer ça? Les ponts sont parfois congestionnés, mais on peut y parvenir à les passer. Donc, l'île de Montréal, oui, mais Longueuil, Laval... Oui. Alors, la façon qu'on aura de déterminer si la personne ou une profession, un emploi est soumis ou non à l'annonce qu'on fait aujourd'hui, ça va être le lieu, l'adresse de l'entreprise associé au lieu de travail. Donc, c'est pas le siège social là, nécessairement, c'est le lieu de l'adresse où la personne est appelée à travailler physiquement. Donc, ça va être ça qui va nous permettre de déterminer si la personne est soumise ou non à la suspension de réception des EINT. En suivi, je reviens au projet de loi futur, bientôt, dans le domaine de l'éducation. Vous avez parlé d'abus. Dans ma tête, ça sonne une cloche. Les écoles spécialisées qui font des formations où à peu près 100% des étudiants arrivent de l'Inde, payent le gros prix. Est-ce qu'on parle de ce genre d'abus-là? Ça fait partie de ce que j'appelle les abus, mais encore là, il est trop tôt pour répondre de façon précise à votre question. Donnez-nous quelques semaines quand on va déposer le projet de loi, mais effectivement, il y a certaines écoles privées qui ont abusé. Merci. Prochaine question. Gabrielle Proulx de Radio-Canada. Donc, Monsieur Legault, est-ce qu'après 6 mois, vous pensez aller plus loin, viser d'autres régions, la Montérégie, par exemple, avec les mêmes catégories d'exception, en ce qui a trait aux travailleurs temporaires? Bien, on n'exclut rien. Comme je vous disais,
le gros bloc, c'est le 420 000 du fédéral qu'on veut qu'ils réduisent de moitié. On va vous venir avec un projet de loi pour les 120 000 étudiants étrangers. Pour ce qui est des 48 000 travailleurs en région, il faut savoir qu'il y en a beaucoup en agriculture, là, donc ça c'est important pour l'autonomie alimentaire, mais on n'exclut rien. Puis pour ce qui est, Madame Fréchette, pour ce qui a trait aux 12 000 travailleurs pour l'île de Montréal, comment ça va fonctionner? Est-ce que vous les avez déjà ciblés? Est-ce que ils vont quitter dès le 3 septembre? Comment qu'on procède au niveau de l'application? Alors, de la manière que ça va procéder, c'est que les demandes qui seront déposées à partir du 3 septembre ne seront pas traitées. Donc, ceux qui sont déjà ici actifs avec un permis de travail vont continuer à poursuivre leur travail. C'est lorsque arrivera l'échéance de ce permis de travail-là, s'ils voudront renouveler leur permis de travail, s'ils sont situés sur l'île de Montréal et qui ne sont pas dans les secteurs protégés et que le salaire est de moins de 57 000 $ par année, eh bien là, ils ne pourront pas renouveler avec ce même emploi. Donc, c'est comme ça que ça va procéder. C'est pour les demandes qui seront déposées à partir du 3 septembre pour 6 mois au moins. Merci beaucoup. Prochaine question. Sarah Champagne du Devoir. Je voudrais revenir sur l'aspect de renouvellement. En fait, les gens qui étaient, donc, vous venez de le dire, déjà ici sur un permis de travail, quelles options vont être offertes à ces personnes-là? Je prends un exemple, quelqu'un qui serait serveur dans un Tim Hortons au nord de Montréal. Est-ce qu'il va pouvoir rester? Est-ce qu'il va avoir l'option de présenter une autre demande de résidence permanente, par exemple? Eh bien, en fait, il y a différentes options là, qui pourront s'offrir. Soit que la personne, termine sa présence au Québec et retourne dans son pays, ou encore l'employeur, s'il veut absolument le garder, peut-être qu'il peut augmenter le salaire pour passer le cap du 27 et 47 de l'heure. Nous, on veut que les emplois bien rémunérés puissent se poursuivre. Donc, si l'employeur a la capacité de rehausser le salaire, ça, ce serait une option. Sinon, il y a toujours l'option d'aller en région. Donc, en dehors de Montréal, eh bien, là, les réceptions d'évaluation d'impact sur le marché du travail vont se poursuivre. Donc, il y a cette option-là aussi. Si la personne a la réelle volonté de rester au Québec et qu'elle a des compétences qui cadrent avec les besoins en région, ça, ce serait une autre option. Il y a beaucoup de travailleurs temporaires, justement, qui veulent demander la résidence permanente. En ce moment, ils peuvent pas le faire s'ils sont pas qualifiés. Vous allez rouvrir une voie, mais est-ce que les critères de français peuvent vraiment être remplis par ces travailleurs-là, surtout sachant là qu'ils n'ont pas nécessairement de place là, avec les coupes en francisation dont on a entendu parler dans les dernières semaines? Bon. D'abord, soyons réalistes, là. On accepte 50 000 travailleurs, on accepte 50 000 immigrants permanents par année dans 3 catégories, les travailleurs, la réunification familiale, puis, réfugiés et autres. Là, on a 600 000. On a 600 000 temporaires. Donc, on ne fera pas croire à tout le monde qu'ils vont être capables d'être rapidement dans les 50 000 qu'on choisit à chaque année, d'autant plus qu'il y a déjà, entre guillemets, une liste d'attente. Merci beaucoup. Au Canada. Il y a 3 ans, Monsieur Legault, vous disiez que les immigrants qui gagnent moins de 56 000 $ empirent votre problème. C'était vos mots devant des partenaires d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réglez votre problème? Mais surtout, pourquoi dans ce cas-là pas faire la coupe que vous demandez tout simplement au gouvernement fédéral et pas réduire de moitié aussi le PTET d'une manière générale? Bon. D'abord, vous rappelez très bien, M. Chué, que depuis mon entrée en politique, un de mes objectifs, c'est de réduire notre écart de richesse avec le reste du Canada, d'augmenter le PIB par habitant. Donc, les emplois qui sont bien payés, ça aide à augmenter la richesse au Québec, puis à avoir une meilleure croissance du PIB par habitant que nos voisins. Ce qu'on a réussi à faire. Donc, pour moi, il y a une différence, effectivement, entre les salaires bien payés et les salaires moins bien payés. Maintenant, il faut regarder toutes sortes d'exceptions. Pensons à l'agriculture et la transformation alimentaire. On veut quand même, j'ai vécu la pandémie, là, puis j'ai eu peur à un moment donné qu'ils ne soient pas capables de nourrir tous les Québécois, donc de continuer à augmenter notre autonomie alimentaire, ça fait partie des exceptions. Mais effectivement, l'autre chose aussi que je vous dirais, les étudiants, là, moi j'ai un faible pour les étudiants parce que ce sont des personnes qualifiées,
jeunes qui viennent augmenter le salaire moyen au Québec. Donc, je pense que la plupart des endroits dans le monde essaient d'attirer le maximum de travailleurs bien payés, bien qualifiés. Bien sûr, tout le monde doit faire son effort pour aider les personnes démunies qui recherchent une vie meilleure. Puis là, ben, quand on prend les demandeurs d'asile, le fait qu'on ait reçu 50% des demandeurs d'asile du Canada au Québec, je pense qu'on fait notre part. J'imagine que la demande principale, de toute façon, que vous faites, mettons de côté l'annonce du jour, la demande principale, c'est de réduire l'immigration d'une manière générale au fédéral, dans le pays en entier. Les demandes d'asile, c'est vraiment l'éléphant noir aussi dans la pièce. C'est difficile pour vous d'avoir des mesures concrètes, même à demander au fédéral, parce que, hormis fermer l'aéroport de Montréal ou l'aéroport de Toronto, ces gens-là vont rentrer au pays. Ils viennent d'Inde, Madame Fréchette en a parlé encore tout récemment. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au fédéral, puisqu'il y a déjà un visa, par exemple, pour l'Inde, contrairement au Mexique, justement, où vous avez eu de gain de cause et le fédéral a réimposé un visa, mais comment empêcher les gens ou ces familles, ou bien sûr il y a des réseaux de passeurs, on en a déjà parlé ensemble, mais comment empêcher ces personnes-là d'entrer au Canada et donc d'arriver au Québec? Vous proposez des mesures ensuite, mais initialement, il faut que ces gens-là n'arrivent pas au Québec si vous voulez réduire le nombre de moitié. D'abord, je veux vous rappeler là, que je suis très fier du communiqué de presse qu'on a émis à Halifax le mois dernier, signé par tous les premiers ministres de toutes les provinces, où on disait deux choses. Le gouvernement fédéral doit réduire le nombre de demandeurs d'asile, donc peut être plus exigeant sur les visas, peut mettre en place toutes sortes de mesures. Ça, c'est pour le total. Puis on a aussi tous signé le communiqué qui dit que les demandeurs d'asile doivent être répartis équitablement entre les provinces. Il y a même des provinces qui ont levé la main, comme le Manitoba ou Terre-Neuve. Vous dites, c'est vrai, nous autres, on n'a pas pris beaucoup, on lève la main. Donc, évidemment, c'est pas simple. L'idéal, c'est à l'arrivée que le gouvernement fédéral dise, ben écoutez, vous devez aller dans une autre province, doit mettre en place aussi des incitatifs pour transférer une partie des demandeurs d'asile qui sont ici actuellement dans d'autres provinces. Mais c'est pas équitable là, que le Québec reçoive 50% des demandeurs d'asile alors qu'on représente 22% de la population. Ça fait mal à nos services publics, ça fait mal à notre logement, ça fait mal à l'avenir du français. Vous me permettez juste une précision, on se voit rarement. Aujourd'hui, on en a parlé avec votre cabinet, Madame Fréchette. On a indiqué que vos journées de recrutement du gouvernement du Québec vont être réduites. C'est aussi un pas dans cette direction-là. Vous disiez, Monsieur Legault, Madame Fréchette, de réduire l'immigration temporaire en montrant l'exemple et en arrêtant ces dizaines de missions de recrutement qui ont eu lieu depuis les dernières années. Bien, on passe en revue, en fait, l'ensemble des actions que l'on mène sur ce plan-là. Les Journées Québec, ça en fait partie. Donc, on est à regarder la portée qu'on veut donner aux Journées Québec. Il faut voir qu'il y a quand même plusieurs recrutements qui sont faits en lien avec des secteurs qui sont protégés là, dans le cadre de l'annonce aujourd'hui. Donc, beaucoup de recrutement est fait pour ces secteurs-là. Puis, il y a beaucoup de ces gens, en fait, 80% qui sont recrutés, qui s'en vont en région. Donc, on essaie voilà, de faire correspondre l'ensemble de nos orientations avec les Journées Québec. Donc, les analyses sont en cours et on vous tiendra informé des développements. Merci beaucoup. On va passer en anglais maintenant. Ah, en français? Dernière définition en français, on va passer en anglais à l'autre micro. Oui, bonjour, Frédéric Lacroix de la presse canadienne. Sur quoi vous allez vous baser pour décider de prolonger ou non le moratoire de 6 mois? Qu'est-ce que vous avez évalué au bout de ce moratoire-là? Beaucoup de choses. Première chose, est-ce que le gouvernement fédéral agit enfin?
Deuxièmement, on va voir la réaction là, sur le premier 6 mois. On va se donner du temps aussi pour peut-être encore mieux analyser les groupes qui sont exclus pour voir s'il y a lieu de ratisser un peu plus large. On va regarder aussi ce qu'on est capable, ce qu'on veut faire avec les étudiants étrangers. C'est tout ça qu'on va regarder dans les 6 prochains mois. Fréchette, vous avez mentionné que le gouvernement voulait se doter de leviers juridiques. Vous pensez à quoi plus concrètement de ce côté-là, en fait? En fait, c'est qu'on n'a pas la capacité en ce moment d'encadrer l'action des établissements d'enseignement en matière de recrutement à l'international de manière nichée, de manière précise. C'est pas un enjeu qui avait été soulevé auparavant, donc les outils n'existent pas à l'heure actuelle pour intervenir. Donc, on va avoir un projet de loi qui va nous permettre d'intervenir, soit en agissant par établissement ou en agissant par région, en agissant par programme. Donc, c'est des orientations qu'on va vouloir mettre dans le projet de loi, mais on vous reviendra avec les précisions. Merci beaucoup. On va